Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maestrix, le premier de l'année. Bonjour Denis. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour parler du métier de Product Manager et Denis, qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, va nous parler de l'historique de son expérience, c'est-à-dire comment est-ce que le métier a évolué, comment il l'a vu évoluer et comment il pense que ça va évoluer demain. Il ne va pas utiliser des cartes de tarot pour nous prédire l'avenir, mais à partir de ce qu'il a vu par le passé, il va essayer de nous dire quelles sont, par exemple, les compétences clés de demain pour un product manager. Qu'est-ce qui est attendu dans les entreprises. Voilà. Vous avez une partie chat, normalement, que vous voyez, une partie Q&A, donc pour poser toutes vos questions, et on prendra les questions à la fin de ce webinaire. Je vais juste vous poser une petite question pour savoir quel est votre travail aujourd'hui, pour qu'on puisse un petit peu adapter les questions. Je vous laisse y répondre, c'est dans la partie interaction normalement. Et je vais laisser Denis, du coup, se présenter, nous parler un petit peu de son parcours. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, je me suis permis de faire un petit peu un mind map de mon parcours parce que c'est souvent représentatif et ça évite d'être trop littéral. Mais donc, moi, j'ai un parcours dans la tech au sens large et au long cours, en commençant à m'être formé déjà au XXe siècle, donc pour donner un petit peu et poser les bases. Et effectivement, d'avoir commencé à travailler en 99 dans la tech à Radio Nova. Et pendant une douzaine d'années, vraiment des responsabilités en direction technique. On verra par la suite, en fait, que moi, je considère que déjà, en quelque sorte, je faisais du product management, en tout cas, que j'en avais la posture et l'état d'esprit, et c'était l'essentiel. J'étais intervenant au CELSA, ce qui m'a donné le goût de la pédagogie, qui fait que j'ai pas mal contribué aussi avec Julie et Maestro à coacher des classes, des promos formés par Maestro. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pris le goût dès les années 2000. Et après, je suis parti pendant 5 ans au Brésil en tant qu'entrepreneur, dans la tech aussi, mais pas que, à vouloir fonder une école, Simplon, à monter une marketplace avec des collègues brésiliens et aussi à contribuer en tant que coach et expert de la tech et du produit à ce moment-là dans l'incubateur fédéral de l'État de Rio de Janeiro, Startup Rio. Et après, donc il y a maintenant un peu plus de 6 ans, je suis revenu en France. C'est là où j'ai vraiment commencé à embrasser une carrière produit, en tout cas avec les lettres de noblesse du product management. D'abord dans un cabinet de conseil, après chez Compass Group France en tant que CPO, chez Mangopay, une fintech assez connue, pendant 2 ans vers 2020. Plus récemment chez Caféine en tant que VP Product. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, je suis indépendant et donc je contribue à dans différents secteurs d'ailleurs, autant sur du revenu management qu'auprès d'une association, organisme de formation, que pour Maestro en tant que coach et tout récemment en tant qu'entrepreneur d'intérêt général pour donc des missions d'intérêt général auprès de plateformes du service public. Donc voilà un peu mon parcours dans les grandes lignes. Merci. Tu dirais que c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer au départ? Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que tu faisais au départ quand tu as commencé à travailler dans la tech et qu'est-ce qui t'a emmené à te tourner vers le product management à un moment? Ce que je faisais dans la tech, c'était vraiment au départ de concevoir et de produire des services et des plateformes numériques. Donc, au fond, un peu comme ce que je fais aujourd'hui, un peu ce que sont les missions du product management in fine. Donc, je le faisais avec une casquette plus à identifier quelle était la bonne architecture, la bonne solution technologique et à avoir cette approche-là et utiliser la technologie pour on va dire, faire advenir ces fameux produits et solutions. Donc voilà, pour le moment, je ne m'appelais pas encore product manager. J'étais directeur technique, CTO si on veut. Ce qui m'a vraiment donné le goût du product management, c'est le Brésil, parce qu'en fait, j'ai découvert là-bas une pratique du design thinking et du design en général beaucoup plus poussée. Et en l'occurrence, j'étais parti au Brésil aussi parce que juste avant, j'avais été dans une agence de communication
en directeur technique. Et ce que j'ai constaté dans cette agence de communication, c'est une guerre des chapelles entre les différents métiers. Les créatifs, les account managers, sales qui développaient des clients, la techno que je représentais à qui on posait une question un peu bête et méchante, à savoir est-ce que c'est possible? Parce que la plupart du temps, c'est possible, mais pourquoi? Quel coût? Quelle finalité? Quelles externalités? Qu'est-ce qu'on souhaite finalement produire comme valeur? Et donc, c'est ce qui m'a motivé à embrasser la carrière de product dans le product management, c'est vraiment le côté pluridisciplinaire, réconciliation en quelque sorte des chapelles, parce qu'un des rôles majeurs, en tout cas une des positions majeures du product manager, c'est d'être très transversal et donc de faire travailler l'ensemble des métiers pour qu'adviennent des solutions les plus impactantes possibles. Donc, c'est ça la première motivation. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous décrire comment pour toi, enfin, comment le métier il a évolué depuis que tu le pratiques? En fait, ce que je trouverais intéressant, c'est que tu nous parles tu dis que en fait tu faisais des missions de product, mais que en fait ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Est-ce que tu as l'impression que le fait qu'on définisse un vrai rôle derrière ce terme de product management, ça a changé la pratique? Je pense que ça a changé la pratique au sens où ça l'a professionnalisé et ça a permis d'associer de manière très distincte des responsabilités, éventuellement un ownership, même si parfois il y a un manque d'ownership, je trouve, on y reviendra plus tard, et de donner un cadre à ce métier qui, pour moi, historiquement, était un état d'esprit, une posture de s'intéresser, enfin d'être très focus sur, au fond, la dimension utilisateur et les besoins d'utilisateurs. Il y a des choses assez intéressantes, je ne me rappelle plus, dans les manifestes de Google, à un moment donné, je crois qu'ils disent vraiment « focused on user needs, the rest will follow », c'est-à-dire le reste suivra. Et c'était assez intéressant, pour moi, c'est un petit peu la démarche. Donc oui, je pense que le fait que le rôle de product manager a été vraiment… En fait, il existe depuis les années 30. Les années 30, ça s'appelait Brandman. Ce rôle a été construit, a été créé, notamment parce que, en fait, il y avait un déficit et déjà, il y avait des problèmes vis-à-vis de métiers et de produits qui ne se vendaient pas si bien. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on crée quelqu'un qui soit responsable du succès du produit. Et ça a engagé différents métiers. Et après, dans les années 2000, très concrètement, c'est là où on avait vraiment vu le product manager passer du monde physique au monde numérique, grâce au manifeste agile notamment. Parce que le manifeste agile, il y a 4 piliers, très concrètement. C'est les individus, les interactions plutôt que les process et les outils. Donc, c'est un rôle de product manager. Ça cadre très bien. Des solutions logicielles qui fonctionnent plutôt que quelque chose de très compliqué dans une documentation très complexe, on a du mal à comprendre. La collaboration entre les collaborateurs, et donc là, c'est la dimension pluridisciplinaire qui est centrale, plutôt que d'avoir des choses très négociées et très silotées, et d'être agile foncièrement, de répondre aux changements, d'itérer souvent plutôt que de suivre un plan bêtement au long cours. Donc, il y a cet aspect-là. Et après, il y a aussi l'avènement et le développement très fort dans la Silicon Valley dans les années 2000, avec la culture garage d'expérimentation. Et au fond, on comprend bien que le product manager, il a vocation à mobiliser l'ensemble des métiers pour pouvoir itérer, proposer des choses au marché et avoir une compréhension fine de son marché et de son secteur. Donc, pour moi, ça a été de donner un rôle, notamment dans le numérique, qui faisait sens et qui répondait à un silotage beaucoup trop fort et une séparation avec trop peu de porosité entre les métiers. Ok, et aussi le fait de mettre l'utilisateur vraiment au centre de la pratique. Exactement, mais qu'on s'entende. J'ai tendance à dire que le rôle du product manager, pour le dire de manière un petit peu facile, c'est de doser un peu sa générosité. C'est-à-dire qu'il faut à la fois répondre aux aspirations de l'utilisateur, à l'évidence, parce que voilà, mais il faut aussi s'inscrire dans un business model qui fait que l'activité est soutenable et rentable pour l'entreprise. Et de fait, on comprend bien que si on satisfait 100% des besoins utilisateurs dans un tiers gratuit d'un business, d'un pricing,
on va satisfaire tous les utilisateurs, ils vont être hyper contents, ils vont utiliser la solution à mort, mais on ne va pas gagner d'argent. Donc, on ne va pas être soutenable et donc la boîte va couler. Donc, il faut doser. Donc, le côté user-centric de l'utilisateur, il a toujours existé, mais on a eu tendance à négliger le côté business-centric, mais en fait, il a toujours existé aussi. Et quand je disais que ça a commencé dans les années 30 avec les brandman chez Procter & Gamble en l'occurrence, c'est parce que les produits se vendaient bas. Les produits ne se vendaient pas bien. Donc, il fallait répondre à la double injonction toujours, hier et encore aujourd'hui, de répondre aux besoins utilisateurs, à leurs attentes, à résoudre leurs problèmes et qu'ils soient prêts à l'acheter. Qu'ils soient prêts à l'acheter et engager tout le monde derrière les besoins des utilisateurs aussi, quoi. Et justement, et le product management, c'est là où c'est intéressant, c'est que le monde devenant plus complexe, la technologie évoluant, il était question de se dire il n'y a pas une personne en entreprise qui maîtrise tous les tenants aboutissants du produit sur lequel on travaille. Et il ne faudra pas compter que sur les sales ou les sales représentatifs pour vendre le produit, ni que sur la tech mais au contraire, des rôles qui vont être très transverses et qui vont faire travailler tous ces métiers ensemble et qui vont assumer ce sacerdoce en quelque sorte, parce que c'est une responsabilité très forte pour que ces produits se vendent et répondent à des problématiques utilisateurs. Est-ce qu'il y avait une compétence, il y a une compétence aujourd'hui qui est vraiment indispensable et qui ne l'était pas auparavant? Moi, je pense qu'il y en a deux principalement, j'en verrai deux principalement. La première, c'est la communication. Je dirais qu'au préalable, on était quand même, certes, des product managers qui faisaient leur boulot, mais ils étaient quand même cantonnés à un rôle, souvent d'interface avec la tech. On s'attend à ce que tout le monde soit à l'aise dans l'expression de ses propres besoins, de ses propres envies, ainsi de suite. Mais le rôle du product manager, c'est une capacité aussi à créer de l'engagement et à embarquer tout le monde dans à la fois une vision de produit, mais parce que ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, communication va être hyper important. Et je pense qu'il n'était pas assez important et devient très important. Et le reste, c'est assez convenu, mais néanmoins, c'est important, la data. Il est indispensable de pouvoir la cruncher, de pouvoir la manipuler, non pas pour le simple plaisir de la manipuler, mais pour la transformer en information, en quelque sorte, en insight, qu'elle nous parle, et surtout d'en comprendre le sens et de se méfier de notre propre biais, parce que la data, on voit bien que typiquement le fameux écueil de corrélation-causalité, si on ne comprend pas bien, on peut se satisfaire de peu et faire des bêtises. Donc, il y a un besoin vraiment, je pense que les deux compétences majeures qui étaient sous-estimées avant. Est-ce que toi, il y a une compétence que tu as dû apprendre en cours de route et que tu aurais aimé maîtriser plus tôt? Je dirais principalement, plutôt une soft skills en fait, mais c'est compliqué parce que est-ce qu'on peut apprendre les soft skills ou on les développe plutôt, je pense. Mais je ne pense pas que c'est la dimension de communication, mais plutôt la dimension de leadership. Pourquoi? Et leadership et d'influence, je dirais. Aujourd'hui, le product manager, il est identifié comme ayant beaucoup de pouvoir. Dans les faits, en a-t-il vraiment beaucoup? Il a surtout vocation à faire de l'influence, à créer les ponts, à identifier très rapidement en interne qui va être sponsor, au contraire qui va être rotor vis-à-vis des idées qu'il propose. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre idée du CEO, à toutes les parties prenantes, a sa propre idée de ce qu'il serait bien de faire, supposément pour le produit et pour les services qu'on propose. Et parfois, il y a des tangibles, la donnée, des tangibles, la recherche utilisateur. Donc voilà, je pense que cette dimension d'influence, et donc quasiment, comme dans le film de Christopher Nolan, d'inception, c'est-à-dire d'arriver à faire passer des messages et que chacun se les approprie et qu'on arrive à un consensus que tout le monde considère que, ah oui, bien sûr, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, c'est un petit peu la mienne dès le début. Et donc, le rôle du product manager, c'est d'arriver à ce degré d'influence, d'identifier rapidement le jeu politique et de trouver les bons relais et sponsors pour pousser ces idées, les idées collectives, qu'on s'entende, qui s'inscrivent dans les objectifs collectifs. Donc, je dirais que c'est ça qui pouvait me manquer et qui éventuellement me manque aujourd'hui encore à beaucoup de PM, mais qui a développé. Et comment tu as fait, toi, pour développer cette compétence? Parce que comme tu dis, c'est un soft skill, c'est difficile, mais est-ce que tu as l'impression que c'est uniquement par l'expérience ou qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire? Principalement par l'échec, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau avoir parfois une position de pouvoir, en toute franchise, je suis obligé
Vous l'avez peut-être vu dans mon curriculum vitae rapidement, j'ai jamais été vraiment PM en tant que tel. J'ai occupé des rôles de Head of Product, CPO, VP Product. J'ai jamais eu la casquette PM. Donc, supposément, j'ai toujours eu du pouvoir. Mais, dans les faits, pas tant que ça. On a beau être CPO, on a certains pouvoirs, mais on n'a pas tous les pouvoirs. Et donc, je dirais que j'ai fait le constat que, bien que pensant que j'étais une position où j'allais pouvoir pousser mes pions et pousser ma stratégie assez facilement parce que naturellement, les gens allaient s'aligner dessus. En fait, non, il était question à nouveau d'identifier les parties prenantes qui allaient être sponsors de ça. Et je pense que c'est l'enjeu, c'est un enjeu du jour, une nouvelle injonction un petit peu beaucoup plus business aujourd'hui que supposément il y a 5-6 ans, quand le marché était plus simple. L'enjeu, c'est d'avoir un rapport avec ces parties prenantes et de les considérer comme des VC, des investisseurs. Et de leur apporter un rapport, un rationnel, un rapport très rationnel avec ce qu'on propose comme idée, pour qu'eux-mêmes se disent, OK, je suis prêt à investir sur ton idée, parce que je comprends que pour temps investi, comprendre de temps, parce qu'une équipe de temps, ça coûte de l'argent, eh ben, on va tirer tant de valeur et on va avoir tel bénéfice et tel impact. Et donc, ce jeu d'influence, il est aussi de revenir à quelque chose d'assez basique de on fait ça pour faire plaisir aux utilisateurs, mais surtout répondre à un problème et soutenir un business model et soutenir un modèle. Ok, pas facile. J'ai peut-être un peu digressé. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Non, si, tu as répondu à la question. Tu as répondu que c'était effectivement par l'échec et par finalement l'expérience de tes échecs finalement. Le constat de on a beau avoir une mission, des gens une équipe, des managers qui nous soutiennent et soi-même être manager, il va être question de manière assez continue d'identifier les faiblesses et les forces de son réseau dans l'entreprise, dans son organisation humaine, et de voir, et on revient à une capacité d'engagement, de mobilisation, de créer ce qu'on appelle un momentum en anglais, c'est-à-dire que tout le monde se sent mobilisé autour d'une vision ou d'une idée commune, et donc de bien communiquer dessus et d'avoir suffisamment un degré d'influence. Aujourd'hui, les entreprises, elles veulent des product managers qui sont capables de faire plus que du produit. Comment est-ce que toi, t'expliquerais cette évolution ? Moi, je l'explique en grande partie parce qu'éventuellement, historiquement, il y a eu une incompréhension sur le rôle du PM qu'on a souvent cantonné à piloter un peu la tech, le backlog et justement à ne pas le mettre à ce point dans un rôle transverse. Et c'est un peu étonnant parce que globalement, on parle de ce cantonnement à un rôle très tech dans des boîtes qui, en général, elles-mêmes se considèrent comme des boîtes tech. Donc, en gros, normalement, tout le monde en fait. Des sales, au support, au DRH font un peu de la tech. Ils doivent comprendre ces enjeux-là. Donc, il y a eu cette incompréhension. Alors qu'en fait, comme on l'a vu au début, dès les années 30, dès l'avènement de ce rôle, en fait, les PM ont toujours été ont toujours eu un rôle business. Et donc, aujourd'hui, faire plus que du produit, c'est comprendre c'est quoi un business model, savoir le challenger, le mettre en perspective, abonder dans sa direction ou au contraire contribuer à ses évolutions. Et donc, c'est faire plus que son rôle, faire plus que travailler et produire supposément, comme on dit, de build the right product and build it right, c'est-à-dire de construire le bon produit et le construire bien. Ça, c'est la définition un peu standard du product manager. C'est aussi identifier le bon business plan, le bon pricing, contribuer à ça, imaginer aussi stratégie d'exécution, quels sont les canaux de distribution. Donc, c'est faire plus que le produit. Je pense que c'est ça le besoin aujourd'hui, mais qui, moi, dans mes jeunes années à Radio Nova, dès le début, je faisais plus que le produit, en fait. Mais en même temps, je n'avais pas la casquette de product manager, donc j'avais un certain avantage. Donc, je maîtrisais la tech dans une boîte non-tech, dans une boîte média, et ça m'a permis de créer des choses assez révolutionnaires. Je me fais mon petit moment vanité, mais assez révolutionnaire et qui était empreinte d'une étude terrain, d'une compréhension du terrain, de nos forces sur les canaux de distribution, de notre force vis-à-vis, sans dire d'une concurrence, et tout ça sans framework, sans rien autour, mais en l'improvisant.
Est-ce que l'IA, tu penses que ça va influencer le rôle du PM? Est-ce que tu penses que ça va beaucoup changer son rôle? Oui, il change déjà beaucoup. Alors après, le rôle, pas forcément, mais ses pouvoirs. Au même titre qu'on a tendance à dire que la révolution industrielle dans le monde n'a pas eu lieu sans les super pouvoirs du pétrole. Aujourd'hui, l'IA, c'est un peu les super pouvoirs dans la tech qui vont, au même titre que le no-code, hein, mais à un degré autre, et qui vont faire que le PM va moins avoir, on va dire, à s'occuper de certaines tâches un peu rébarbatives, récurrentes, dans notamment le traitement de toute l'information qu'un PM doit traiter, doit compulser au jour le jour, parce qu'il reçoit beaucoup de choses, des retours du terrain, des besoins du support, d'une agrégation complexe des désirs de beaucoup de métiers différents, de construire ça dans une roadmap. Donc, tout ce qui est vraiment capacité à traiter des insights, textes, vocaux et à construire et d'avoir quelque chose de très synthétique, très focus sur le besoin. Ça, c'est des pouvoirs que l'IA va lui donner. Ça va aussi permettre d'être dans une logique de garde-fou éventuellement. C'est-à-dire qu'une IA, si on la nourrit, je ne parle pas d'une IA très généraliste, mais d'une IA plus locale, nourrie des données de l'entreprise via un RAG ou via peu importe, via des solutions comme des Dust ou ainsi de suite, il y en a plein, mais qui va permettre de voir si à chaque fois les initiatives qu'on prend, elles restent alignées avec les objectifs. Pourquoi? Parce qu'on aura nourri les objectifs de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a tous ces éléments-là qui font que le rôle va évoluer avec des agents et des outils autour qui vont devenir de plus en plus puissants. Selon toi, c'est quoi les plus gros enjeux éthiques auxquels les PM ils vont être confrontés, ou ils sont déjà confrontés, mais dans le futur? Notamment, c'est lié à l'IA, en fait, parce qu'un PM, on a tendance à dire un PM, mais un designer aussi, mais globalement à beaucoup de gens, mais principalement au PM designer, de se méfier de ses propres biais. On est tous biaisés, et donc de venir à ce que disent les utilisateurs, le marché, d'avoir des tangibles vis-à-vis de la donnée, ainsi de suite. Donc, le PM doit historiquement se méfier de ses propres biais. Et on sait aussi, le fait est que les IA et les modèles d'IA sont entraînés parfois sur des jeux de données eux-mêmes biaisés et parfois ethnocentrés. Et donc, historiquement, un PM devait se méfier de ses propres biais. Demain, il va devoir se méfier aussi des biais de l'IA et des modèles qu'il doit implémenter. Donc là, il y a une dimension d'éthique assez importante. Il y a une dimension de responsabilité et d'éthique aussi, de même, aux impacts et aux externalités de ces produits, que ce soit les externalités sociétales ou environnementales, de fait, les modèles IA consomment pas mal. Donc, de fait, l'idée pour un PM, la dimension éthique et responsable vis-à-vis de l'IA et des nouvelles technologies de manière générale, c'est de se poser la question dans quelle mesure l'implémentation d'une IA sur une fonctionnalité va réellement contribuer à résoudre un problème, ou est-ce qu'on est juste en train de saupoudrer d'IA des fonctionnalités existantes et succomber en quelque sorte à un effet un peu FOMO parce que tout le monde le fait, donc il faut bien le faire. Sachant que ce n'est pas facile de résister au FOMO là-dessus, qu'on s'entende. Tout le monde le fait un peu, on voit bien des petits boutons magiques apparaître partout et on se demande exactement quel est le bénéfice encore pour beaucoup. Mais l'enjeu pour moi, il se joue ici. Est-ce que tu as l'impression que le rôle du PM demain, enfin dès aujourd'hui d'ailleurs, c'est un peu d'être là aussi un peu garde-fou par rapport à l'IA et de partager de développer son esprit critique et de le partager dans l'entreprise? Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu ça peut devenir une partie de son travail, quoi? Alors, moi, je pense développer son esprit critique. Enfin, moi, j'en suis un fervent défenseur, donc développer son esprit critique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire en toutes circonstances. Maintenant, je dirais pas garde-fou, parce que je pense que si des PM aujourd'hui se positionnent comme étant des garde-fous vis-à-vis de ces sujets-là, c'est peut-être un mauvais marketing ou personal branding de sa propre personne sur le marché, où globalement, on voit bien qu'il y a une recherche aussi de profils qui sont des IA enthousiastes. Donc, je dirais pas un garde-fou. En revanche, c'est plutôt, on vient au fond aux compétences majeures attendues des PM. On a parlé de la communication, mais la deuxième, éventuellement même la première, c'est l'adaptabilité.
Et donc, l'IA, le machine learning, les LLM et autres, est-ce que ça change totalement la donne et révolutionne le monde? On verra demain, mais en tout cas, il y a un effet retentissant, à tout du moins, on peut le dire. Et donc, je pense que les PM doivent être dans une posture à la fois d'humilité par rapport à ça, mais d'adaptabilité. Et donc, dire j'expérimente, je me fais une opinion, et toujours, je m'inscris dans l'idée de vouloir déployer, itérer et de continuellement déployer et de délivrer de la valeur à mes utilisateurs et qui s'inscrivent dans le business model. Si l'IA y contribue, très bien. Si ça y contribue pas, attention. Donc, pour moi, il faut s'adapter et donc embrasser ce mouvement avec son esprit critique et comme je disais, de le faire à bon escient. Mais pas d'être garde-fou, je dirais pas. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier aujourd'hui? Moi, je dirais principalement d'en comprendre les principes fondamentaux, en fait. La posture et l'état d'esprit autour du product management. Je tendance même à dire par provocation que limite, le product management est mort, vive le product management. C'est-à-dire qu'en gros, on attend aujourd'hui des product managers qui se spécialisent, qui sachent maîtriser à la fois les fondamentaux, mais qui soient en capacité aussi de s'en émanciper. Donc, de maîtriser les fondamentaux, je pense, ça permet de ça et de revenir justement à des choses assez basiques, de mettre en pratique sur son environnement. Je pense que c'est absolument central pour se lancer dans le métier. Son environnement proche, les opportunités éventuellement qui se présentent à elle ou lui, typiquement, d'opportunités de mettre en pratique. Rester à l'écoute, bien sûr, des tendances, réflexions autour du métier, d'y contribuer aussi, de contribuer à la conversation autour. Je dirais, on l'a déjà dit, mais j'ai déjà dit dans des conclusions parfois auprès de promos qui sortent chez Maestro, mais de se faire confiance, en fait, et donc d'une certaine manière de se prémunir parfois, parce que pour un ancien de la tech comme moi, je sais bien que dans la tech, il y a beaucoup de bluff. Tous les 4 matins, il y a un nouveau framework JavaScript qui supposément révolutionne l'ancien. Dans les faits, pas tant que ça. Et donc, il faut se méfier un peu du bluff autour du product management, parfois, qui peut y avoir dans la profession et sur certains médias d'influence. Le fameux LinkedIn game. Et ce que je veux dire, c'est que donc se faire confiance là-dessus, si on maîtrise les fondamentaux, ça passe bien. Et je dirais aussi d'être assez frugal, de tester aussi vite que possible son idée et de se servir pour le coup des super pouvoirs à la fois du no-code, la programmation visuelle et de l'IA aujourd'hui qui permet de prototyper des idées assez rapidement et de confronter du coup son idée à son futur marché potentiellement. Ok. Et si tu pouvais, toi, revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ta carrière? Difficile de dire. Pas forcément, non, pas forcément. J'ai trouvé intéressant, moi, d'être à la fois en responsabilité technique, très technique pendant une douzaine d'années, d'aller vers l'entrepreneuriat à un moment donné et de faire un pas de côté, en l'occurrence dans un pays qui m'a permis, là aussi, de faire preuve d'humilité parce que je ne comprenais pas forcément la culture et tout ce que ça engendrait comme adaptation à nouveau. Donc, oui, donc pas forcément par rapport à moi, mais les conseils que je donnerais, c'est au contraire, mais c'est un peu ce que j'ai fait éventuellement. Je ne suis pas un modèle, mais néanmoins de se confronter à des cultures différentes, à des langues différentes, à des points de vue différents. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens en reconversion dans le product management, qui se forment au product management, qui sont en reconversion, le voir plutôt comme une force qu'une faiblesse. Je pense que quelqu'un qui... Voilà, je suis plutôt à considérer que le fait de n'avoir pas avoir été product manager dans la tech toute ma vie, mais d'avoir été ici dans la tech, ici dans les médias, ici dans la communication, ici dans l'entrepreneuriat et ainsi de suite, est une force plutôt qu'une faiblesse, et d'éviter qu'on tourne en rond avec que des gens autour de soi qui ne soient que PM, à discuter que du product management. Je pense à ce moment-là, la discussion peut-être s'appauvrit et on perd en capacité émancipatrice vis-à-vis de ce que le monde nous prépare et auquel on contribue. Et
est-ce que toi, tu recommanderais aux personnes de se former et pourquoi? Ah oui, absolument. Je pense que c'est formidable parce que je disais au préalable, il est nécessaire de maîtriser les fondamentaux. Donc, je pense qu'il est crucial de se former pour maîtriser les fondamentaux. Et je disais, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc je me répète malheureusement, mais je pense pour mieux s'en émanciper. C'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise les fondamentaux, bah, l'idée, c'est de s'en émanciper, en fait, et de ne pas être by the book, que ce soit le livre Discovery Discipline autant que Empowered de Marty Gagan, en fait. Il y a de l'intérêt dans tout, ou tous les books qu'on peut connaître, toute la littérature académique. Donc, mieux s'en émanciper pour prendre en quelque sorte son envol et développer sa propre singularité. On disait un petit peu au préalable aujourd'hui qu'est-ce que recherche le marché. Il est question d'identifier des profils. Il y a des profils généralistes qui continuent d'exister, bien sûr, mais moi, je tendance à dire, vous devez être product manager with a twist. Il faut trouver son petit twist, sa spécialisation, que ce soit sectorielle ou par appétence ou par affinité avec un sujet. Donc là-dessus, je pense que c'est absolument important de trouver ça. Et donc, maîtriser les fondamentaux est nécessaire. Donc, se former, je pense que c'est nécessaire. Mais continuellement, en fait. Oui. Oui, continuellement, évidemment. C'est sûr que ça, c'est aussi une des grosses compétences, entre guillemets, que doit avoir le product manager, c'est de faire preuve de curiosité et de continuer à se former continuellement. Ça, c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. Pour maximiser son adaptabilité dans l'entreprise et sur les marchés. Merci beaucoup, Denis. Je reprends un petit peu la main juste pour vous parler rapidement de nos formations chez Maestro. Donc, on propose des formations de product management. On en propose sous 2 formats différents. Une formation en présentiel sur 7 semaines dans nos locaux à Paris et une formation en distanciel qui dure 14 semaines et qui se fait donc uniquement à distance, avec par contre des lives, donc des sessions avec des intervenants qui ont lieu tous les mardis et tous les jeudis le soir de 18h à 21h. Voilà, et on propose aussi une formation de no-code qui, elle, dure 12 semaines et qui est aussi uniquement en distanciel. La particularité chez Maria School, c'est qu'on a des intervenants, donc comme Denis, qui sont des intervenants différents, qui ont tous une expertise métier depuis de nombreuses années et qui viennent vous partager tout ce qu'ils ont pu apprendre durant leur carrière. Et la particularité, c'est que nos intervenants, ils ont travaillé dans des entreprises, dans des domaines très différents, ce qui va vous donner une vraie vision 360 du métier de product manager. Voilà, et aussi la particularité, c'est qu'on met beaucoup de pratiques dans nos programmes, c'est-à-dire que vous voyez toute une partie théorique, mais vous mettez en pratique cette partie théorique beaucoup plus. Tout ça pour vous donner la possibilité de vous tromper et donc d'apprendre finalement grâce à des échecs, mais pas que. Aussi apprendre en groupe, puisque l'avantage de nos formations, c'est que vous travaillez donc avec des personnes qui, elles aussi, ont envie de se former au product management et vous êtes accompagnés donc par des intervenants et des coachs produits. Voilà pour Maestro et notamment les Maestrix, donc nos webinaires, on en fait très souvent. Vous pouvez nous retrouver sur Meetup, vous avez tous les prochains webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire et vous pouvez vous inscrire aussi pour recevoir encore ceux qui arriveront après. Vous pouvez retrouver notre site et du coup télécharger notre brochure si une des formations vous intéresse et vous nous retrouverez aussi sur LinkedIn. Je vous partage juste un petit questionnaire. Savoir s'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de se former, qui ont pour projet de se former au product management. Je vous laisse y répondre et je vais prendre les questions. Alors, je vais juste commencer par répondre parce que j'ai vu qu'il y a 2 questions qui sont un peu les mêmes et qui demandaient c'est quoi la différence entre un CPO, un VP Product
un PO, un PM, c'est assez large comme question et surtout, on a déjà traité ça lors d'un autre webinaire. Donc, je vous mets le lien. Comme ça, je vous inviterai à aller le regarder. Hop, je vous mets le lien en réponse du coup à la question que vous retrouverez dans la partie Q&A. Alors, Denis, tu as commencé déjà à répondre. Oui, j'ai essayé de répondre éventuellement s'il manquait de temps. Il y avait une question sur défense au CPO et Product Manager. Outre le salaire, j'ai essayé de répondre, mais on est limité dans le… Ouais, non, c'est peut-être pour ça deux questions. que je vais partager le webinaire où on était beaucoup plus rentré dans les détails. Une question de Julie qui demande je cherche du travail comme PO/PM depuis presque un an. Les recruteurs me disent que je n'ai pas assez d'expérience. Ils me disent que le marché est très difficile pour les juniors, mais que ça redémarre un peu. Est-ce que tu penses que ça redémarre, toi? Ouais, c'est une question difficile et ça me met beaucoup de responsabilités. Je pense que ça, oui, je pense que ça redémarre sans s'être jamais vraiment arrêté. L'argent n'est plus magique, supposément. Donc, il y a moins besoin, on va dire, de main-d'œuvre au sens large sur des rôles. Voilà, j'ai cru comprendre que ça redémarrait pas mal pour des rôles plus exécutifs de VP Product à CPO ou même CTO. Donc là-dessus, ça redémarre à peu près bien de ce que je comprends, de ce que disent les recruteurs. Mais bon, moi, je pense que ça redémarre doucement. Mais en revanche, si la question c'est comment mettre le pied à l'étrier et comment faire valoir une expérience qui peut être manquante en tant que junior, je le disais un petit peu, c'est de voir un peu auprès de son environnement et les opportunités qu'on peut avoir, comment mettre en pratique finalement cette posture et ce rôle de PO/PM à travailler sur des sujets, à build in public, comme on dit, et en faire la communication et communiquer autour de ça pour faire montre en quelque sorte que certes, on n'a pas une expérience conséquente dans un cadre structurant, mais que on avance malgré tout et qu'on met en pratique ce qu'on a pu avoir et les fondamentaux. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le conseil majeur, quitte à s'associer à des gens et créer une petite aventure entrepreneuriale dans le temps à partir de la recherche, si vous avez les capacités et les conditions matérielles pour le faire, bien sûr. Il y a Mansour qui demande comment les responsabilités, les enjeux, les priorités, les attentes du rôle de Product Owner, Product Manager évoluent-ils en fonction de la maturité du produit sur lequel il travaille? Après, la maturité du produit, si on la confronte à l'idée notamment du product market fit, dans quelle mesure ce produit il est suffisamment mature, parce qu'il y a des produits qui peuvent être très matures, c'est-à-dire très anciens, mais qui pour autant ne considèrent pas qu'ils ont encore trouvé leur product market fit. Alors qu'aujourd'hui, voilà. Donc si c'est sur la dimension de, on a trouvé un peu notre marché et nos clients, et on commence à avoir une croissance et à plus se concentrer sur la rétention que l'acquisition, on va dire, en général. Effectivement, le rôle du PO/PM est un peu plus d'organiser et d'être beaucoup plus conscient de la dette technique, d'être beaucoup plus conscient des injonctions à la rétention justement et à veiller à plutôt garder les clients qu'en acquérir. Et donc, de reprendre un rythme un peu plus serein, je dirais, de construire une roadmap et de donner des perspectives au long cours à l'ensemble des parties prenantes. Là où, quand on est pré-market fit, il est question surtout d'aller vite, de délivrer de la valeur vite et d'être très, très, très agile et donc d'être moins dans la logique d'avoir un staging complet, des tests complets et d'être un peu plus léger sur la construction d'une roadmap, en tout cas pas sur un non-ex letter à 6 mois, mais sur vraiment quasiment une roadmap à la semaine, puisqu'on va vite et on s'adapte très vite. On cherche encore notre client idéal, notre ICP, et on cherche encore notre market fit. Donc, c'est ça, je dirais, la distinction de l'évolution du rôle de PO/PM en fonction de la maturité du produit. Odile qui dit « J'ai une belle expérience en B2B, je suis en recherche d'opportunités. En France, il semble qu'il y a un plafond de verre concernant l'expérience, l'âge. L'avez-vous constaté et quelles seraient les recommandations le cas échéant ?» On est plus sur effectivement la carrière, mais moi je pense que l'expérience en B2B, il faut la faire valoir, mais elle commence peut-être à être assez commune en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent en tant qu'experts dans le product management en SaaS B2B. Et mon sentiment que, alors c'est pas pour, j'essaie de pas répondre à côté, mais mon analyse du marché, c'est que quand on a expertise B2C, en revanche, elle va être très recherchée.
Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de lancer un produit B2C, parce qu'il y a une acquisition vraiment conséquente, et donc on cherche à avoir l'organique. Pour le B2B, moi je dirais que c'est comme de la valoriser, mais sur les dimensions sectorielles, et donc B2B, mais quel secteur? Et de voir s'il n'y a pas les éléments transposables. C'est-à-dire que si, Odile, tu travailles déjà dans un B2B, je ne sais pas, moi, par exemple, je prends une idée de secteur bancaire, mais sur un rôle non tech et non produit, peut-être que tu vas avoir une connaissance assez fine pour bosser dans une fintech, une SaaS fintech B2B, comme MongoPay où j'ai pu travailler, moi, typiquement, parce que tu vas comprendre ce que c'est un scheme d'une carte bancaire, tu vas comprendre ce que c'est la DSP2, des choses comme ça. Donc, je dirais que c'est ça avant tout. Voilà. Sur l'âge, bah, je pense que là aussi, une expérience B2B sectorielle peut être largement valorisée au-delà de l'âge. Et après, moi, je suis assez âgé, en l'occurrence. Et donc, je me pose la question continuellement de ma date de péremption dans la tech, on va dire au sens large, dans la mesure où ça va très vite. À un moment, on va peut-être me dire, mec, tu comprends plus rien à l'IA, c'est un truc de jeune. Je ne sais pas encore. Donc, j'essaie de rester optimiste et je n'ai pas vraiment de recommandations en tant que telle, si ce n'est de se tenir informé, de nourrir la conversation, d'y contribuer et d'être au fait de ce qui se fait aujourd'hui et des nouvelles technologies de manière générale et de les expérimenter à son niveau. Alexandre qui demande, l'IA va selon toi permettre de synthétiser les besoins plus rapidement et efficacement? Ce qui n'est pas mal vu le nombre d'items à répondre, backlog, client needs, etc. Bah oui, ça permet déjà en fait. Pour le coup, les LLM sont assez forts pour de la synthèse de texte, de la reformulation. Pour le coup, s'il y a bien beaucoup de choses où on veut faire des choses aux IA et aux IA génératives, les LLM, des choses un peu bizarres parfois, là elles maîtrisent assez bien. Et elles sont très fortes. C'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup plus rapides qu'un être humain pour synthétiser, je ne sais pas moi, 6000 retours utilisateurs, dans synthétiser la substantifique moelle, une IA va le faire très bien. Ça n'empêche pas qu'il va être intéressant d'avoir de la finesse dedans et à l'occasion d'aller voir si on ne passe pas à côté de l'essentiel et de ne pas faire confiance aveugle dès le premier temps, mais de faire dans un premier temps de la comparaison, de voir OK, de gagner en confiance avec l'outil utilisé et après d'aller vers cet outil. Mais oui, c'est très efficace pour synthétiser et naviguer dans la donnée et parler, comme on dit, chat with a PDF ou chat with documents. C'est très efficace pour ça. Est-ce que tu as des outils, toi, que tu utilises quotidiennement et que tu recommanderais? Bah, quotidiennement, pas tant que ça, en fait. Mais je pense que la question… En fait, il n'est pas si compliqué aujourd'hui de se faire son propre agent avec des outils d'automatisation comme Make ou NV10. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis un peu tech, donc du coup, je maîtrise un petit peu ça. Mais en gros, à nourrir ses propres PDF, à mettre ses propres éléments et d'utiliser en interface les bons modèles via les API d'Anthropic, Claude ou d'OpenAI ou d'autres, en fait. Donc, je dirais il y a deux options. Les ChatGPT et Claude sont très performants de manière générale pour ça. Notebook LM de Google est très intéressant parce qu'en fait, par essence, il invite à mettre pas mal de ressources, ses propres ressources. Donc, si on upload ses propres PDF, ses propres audios, ainsi de suite, on peut interagir avec. Et donc, il est plutôt efficace là-dessus. Là où pour ChatGPT en gratuit, moins. Maintenant, les entreprises, les organisations, ce qu'elles font, elles utilisent des outils comme Dust. Et je ne me rappelle plus d'équivalent open source et autres, mais Dust, c'est typiquement ça. C'est de l'agentivité, de créer des agents IA qui vont brasser à la fois des sources de données multiples via les intégrations à des Jira, des agendas, des Google Docs, des Notion, ainsi de suite, qui agrègent beaucoup de contenu d'entreprise, plus des PDF, plus plein de choses. Et ce qui fait qu'on va pouvoir interagir avec cette base de connaissances complète et avoir des agents spécialisés qui, ici, synthétisent des notes de réunion, ici, synthétisent des objectifs à la semaine pour les équipes, et ici, synthétisent des retours utilisateurs et des insights. Donc, les outils sont comme ça. Mais maintenant, j'ai pas c'est pas ma spécialité, l'IA, et j'ai pas de liste d'outils comme ça. Je pense qu'il y en a plein qui circulent. Testez-les et n'hésitez pas à faire votre propre opinion. Je prends une dernière question. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de tout traiter. Je vous mets en revanche, je vous mets mon mail ici. Comme ça, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez échanger sur un sujet, bah, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et n'hésitez pas, si les choses que j'ai pu dire vous ont interloqué ou questionné, à m'ajouter sur LinkedIn, à me poser les questions directement. J'y répondrai autant que faire se peut, mais n'hésitez pas si par rapport à ce que j'ai pu dire, il y a des choses qui vous ont semblé bizarres ou intéressantes. La dernière question, est-ce que dans tes différentes expériences, comment est-ce que tu es parvenu à distinguer ta candidature des autres, selon toi?
Bon, il y a toujours une dimension narrative. Donc, il faut qu'une candidature, il ne faut pas la voir uniquement comme d'où je viens dans mon dernier poste, mais un narratif au long cours et d'expliquer les processus qui ont fait qu'on a été d'une expérience à une autre et même aujourd'hui qui expliquent pourquoi on veut être product manager. Donc, je pense qu'il est important d'avoir ce raisonnement personnel et de se projeter dans l'idée qu'on ne fait pas ça uniquement par opportunité ou parce qu'on a entendu sa nièce dire product manager, c'est vraiment le truc d'avenir. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir les idées claires là-dessus. Et la distinction, me concernant, mais très personnellement, c'est d'avoir justement valorisé là où ça pouvait être vu comme étant un problème et valoriser le côté hétérogène de mon expérience, mais du coup, considérer que c'est riche. Valoriser la dimension entrepreneuriale, en l'espèce au Brésil, mais de manière générale entrepreneuriale. Et voilà, je dirais que c'est ça avant tout. Et dans une logique de reconversion, parce que beaucoup de gens qui se forment au product management sont dans une logique de reconversion, comme je disais à Odile, il me semble. C'est ça. D'avoir une expérience assez forte dans un secteur en B2B ou dans un secteur en B2C, ainsi de suite, eh ben, identifier quelles sont les compétences transposables, les expériences transposables qui font que ces expériences et ces compétences sont avérées parce que vous pouvez faire la preuve assez facilement que vous avez eu de l'impact, que vous avez contribué au succès passé et que de fait, vous contribuerez au succès futur, l'organisation que vous souhaitez rejoindre. Merci beaucoup, Denis. Merci à tous d'avoir participé. Je suis désolée, on doit en rester là parce qu'on a déjà un tout petit peu dépassé déjà. Et puis, il faut bien que tout le monde aille déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et puis, encore merci, Denis. C'était très intéressant. Merci beaucoup. C'est effectivement court et intense, mais comme je disais, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires ou à passer par Julie ou autre, mais en tout cas, n'hésitez pas.